Kikette, j'espère que vous vous portez à merveille. De mon côté, je vais super bien et je suis absolument ravie de vous montrer ce nouveau concept de vidéo Biquette et Papote. Alors, qu'est-ce que c'est Biquette et Papote? C'est un petit peu le podcast vidéo que j'aurais adoré avoir quand je me suis lancée en freelance, puisque avec un invité, nous allons aborder des sujets de l'entrepreneuriat, notamment les sujets des doutes, des incompréhensions, de l'administration et toutes les choses qui ont pu nous mettre des bâtons dans les roues quand on s'est lancé. Et évidemment, pour parler de ce sujet, je ne suis pas toute seule, je suis en compagnie de Mathis de l'entreprise Le Baudet Graphique. Exactement, bonjour Salut à tous. Mathis. C'est le regroupement des animaux de la basse-cour. Hein. Biquette et Baudet finalement. Exactement. On va c'est renommer pas mal. le podcast. Ouais, allez, la ferme des animaux. Exactement. Alors du coup, je te laisse te présenter un petit peu, donc ton nom, depuis combien de temps tu es lancé et ce que tu fais et le parcours qui t'a amené à te lancer en freelance, le tout assez rapidement. Ouais, bah du coup moi c'est Mathis, je suis entrepreneur depuis, on va dire depuis début 2025, mais en vérité depuis activement depuis 5-6 mois, on va dire. Et j'ai eu un parcours, ma foi, très similaire à celui d'Alex, parce qu'on a fait les mêmes études, on y reviendra probablement. Hein. Et simplement, je suis dans une région où c'est assez compliqué de trouver du boulot en agence, donc je me suis dit que le boulot, j'allais le chercher moi-même. Donc je me suis mis à mon compte, tout simplement. Hein. Eh bien, c'est une très belle présentation. Pour ceux qui ne savent pas, Mathis et moi, on s'est rencontrés à l'école de design graphique, l'EGP à Angers. Donc, on a suivi la même filière. On s'est rencontrés en première année grâce à un clip de Powerwolf. Exactement. Très longue anecdote sur c'est... lequel on ne va pas trop s'étendre. Ouais, ça c'est métal. Ouais, c'est très métal. Ouais. On va essayer de pas trop rire pendant ce podcast parce qu'en fait, on est aussi très amis dans la vraie vie et Ouais, on va dire qu'on va se retenir de dire quelques conneries. Voilà. Donc, au pire, on fera un bêtisier. Au pire. Alors Mathis, je t'ai préparé 5 questions sur lesquelles on va développer un petit peu. Donc je t'ai expliqué un petit peu le concept en off, mais je t'ai pas trop parlé. Non, c'est bien à la one again. Ouais, à la YOLO. YOLO. Alors du coup, je vais te poser 5 petites questions. Ouais. Es-tu prêt pour la première? Ok, vas-y. Alors, première question. Donc, à propos de ton lancement, ouais. Est-ce que toi ou tes proches aviez des a priori sur le freelancing juste après les études et quelle a été la réalité? Les a priori, alors j'avais des a priori, mais un petit peu fondés. Ouais. Donc c'est pas tout à fait des a priori. Mon entourage, pas trop. J'ai pas eu spécialement de retour de mon entourage. Tes parents étaient pas spécialement inquiets Non, ils me laissent faire mon truc. Voilà, ils me laissent faire mon truc sans trop se poser de questions, et puis ça marche, tant mieux, ça marche pas, je trouve autre chose. Voilà. Après, le but c'est que ça marche quand même, on va pas se... c'est le but. On peut Parce pas que se généralement, après les études, on peut avoir même des amis qui sont un peu inquiets, qui nous disent t'es sûr que tu peux pas trouver du travail en agence, ou même t'es en 100%, là en ce moment, 100% freelancing, 100%. Donc le fait de pas avoir de sécurité à côté, etc., c'est des inquiétudes qu'avaient mes Ça, proches aussi. c'est peut-être un petit peu plus... embêtant, mais c'est quelque chose qui est quand même plus personnel à la limite. C'est entre guillemets un stress plus personnel. Ça a quand même pas trop d'impact sur mes proches. Voilà. Et de toute façon, je suis débrouillard. Si jamais à un moment donné il y a un problème, il y aura pas de problème en fait. S'il y a un problème, il y en a pas. Voilà, mais exactement. Du coup, si tes proches n'avaient pas d'a priori, est-ce que toi tu en avais? Moi, à la limite, j'en avais, je pense qu'on y reviendra, mais surtout d'un point de vue administratif. Il y a des choses parce à que dire. on est en France quand même. Quand même. Voilà, l'URSSAF, les impôts. Nos meilleurs amis. Finalement, ouais. Une grande histoire d'amour. Mais... Je les aime de tout mon cœur. Ouais, c'est... Je cherche une phrase, mais je l'ai plus. C'est pas grave. Je t'aime moi non plus, voilà. Voilà, exact. Et sinon j'en avais à la limite un petit peu vis-à-vis de cette idée de l'entrepreneur qui a tout de suite trouvé entre guillemets le bon filon. Enfin, comment dire, il y en a énormément, on entend beaucoup ça sur les réseaux en principe. Faut avoir 10 000 € de chiffre d'affaires la première année. Ça, j'en parle, c'est moi. Voilà, c'est compliqué. Alors, pour ma part, cette année commence quand même plutôt bien. Je sais pas, on verra ce que ça donnera à la fin de l'année, hein, mais c'est pas une mince affaire quand même quand on commence juste que de trouver des clients, etc.
Puis il y a toujours ceux qui bombent le torse un petit peu sur les réseaux et qui disent qu'ils ont fait tant dès le premier mois, machin. La vérité, c'est quand même que c'est pas la majorité des gens. Mm. Euh, C'est même une très petite minorité parce que quand tu on- regardes, tu sais, je vois le genre de contenu dont tu parles de dès que j'ai trouvé tel filon ou telle Mm. chose, c'est là que ça a commencé à percer et Ouais. contre une formation à 5 000 €, je te dis ce que Mais c'est. même sans compter, parce que c'est vrai qu'il y a ces mecs-là qui proposent des formations business, machin, pour Mhm. trouver des clients. Mais même sans compter ça, il y a beaucoup de juste d'entrepreneurs qui proposent pas forcément de formation, mais qui disent, enfin oui, qui bombent le torse tout simplement et qui disent, bah moi, Moi. moi avec un grand M, Ouais. j'ai trouvé la solution pour faire ceci. Et si vous le faites pas, de toute façon, ça va pas marcher. Exactement. Oui, bon, toutes les réponses à des problèmes sont pas forcément universelles non plus. Mm. Elles peuvent pas répondre justement à la même question chez tout le monde. Donc l'a priori que tu avais, c'est que tu pensais que les fameux entrepreneurs qui disaient qu'ils avaient trouvé la solution miracle, c'était vrai. Et au final, quand tu t'es lancé, tu t'es dit pas trop finalement. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Surtout quand tu parles à d'autres freelances et que tu te rends compte que les expériences sont quand même relativement similaires dans la vraie vie et que sur les réseaux sociaux. Ouais, Bon, en soi, techniquement, on le sait que les réseaux, c'est pas la réalité, mais évidemment. entre le savoir et comment on le ressent, Mm. il y a vraiment un fossé parce que de mon côté, j'ai beau savoir que les réseaux, c'est pas la réalité, Ouais. ça m'empêche pas des fois de me comparer à des résultats qui des fois ne sont Évidemment. absolument pas vrais, quoi. Mm. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent sur les réseaux finalement. Oui, puis il y a aussi un gros décalage parce qu'en fait, en tout cas, c'est ce qui me concerne parce que c'est ce que j'ai pu voir souvent, ces entrepreneurs-là qui disent faites ceci, faites cela sur vos réseaux pour vous lancer, pour trouver des clients. En ce qui me concerne, la majorité des clients que j'ai trouvés quand je me suis lancé, c'est pas spécialement sur les réseaux. En fait, c'est du Ouais. bouche à oreille. Les réseaux, à petite échelle en tout cas, ça permet juste, si jamais il y a des gens qui peuvent potentiellement être intéressés par tes services, Mhm. de voir que tu es un tant soit peu actif en fait sur Internet et que tu existes tout simplement. Parce que tout de suite, quand il y a quelqu'un qui existe pas vraiment sur Internet, on n'a pas forcément confiance, on va pas forcément faire appel à ces services, quoi. Disons que au début, c'est pas ce qui permet nécessairement de trouver des clients, Ouais, c'est pas mais je vrai. suis totalement d'accord parce que j'en profite pour faire un disclaimer parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui veulent gagner beaucoup de clients grâce au Ouais. réseau, ou même combien de clients est-ce que je vais gagner en prenant tel forfait. Mm. En fait, on promet jamais un nombre de clients, on promet un livrable. Et en fait, les réseaux sociaux, surtout dans un premier temps, c'est vraiment pour forger une vitrine en ligne, se forger une présence en ligne, une crédibilité. Et justement, ça vient compléter un peu le reste avec un site, avec une présence sur les réseaux, avec une crédibilité via le bouche à oreille. Ouais. Et je suis d'accord avec toi, quand je vois sur les réseaux les gens qui disent je te fais trouver un client en 3 semaines, généralement je me rappelle mon premier client, c'était du bouche à oreille aussi. Et j'ai beaucoup de clients via le bouche à oreille, un peu via la prospection, etc. Et souvent, les réseaux, ça vient surtout renforcer un peu cette image parce qu'on a le bouche à oreille en disant bah, telle personne a l'air bien, mais si elle n'a pas de site, que ses réseaux sont pourris, on va peut-être pas trop croire la personne qui nous a partagé son contact. Alors que si la personne nous recommande quelqu'un et qu'en plus en face la vitrine est vraiment très belle, concrète, dégage une certaine expertise, là on va avoir tendance à lui faire confiance. J'ai déjà eu des cas comme ça. Oui, puis en fait, au début, c'est surtout, comme tu disais, cette histoire de vitrine, ça permet de créer tout de suite un lien de crédibilité. Globalement, moi sur mes réseaux par exemple, je parle beaucoup d'histoire du graphisme et tout ça. En fait, quelqu'un qui veut faire appel à mes services, il va juste aller checker vite fait, parce que moi je rentre dans des détails qui ne concernent pas forcément une personne lambda, il va juste voir que je sais de quoi je parle. Et c'est tout bête, mais ça permet déjà de créer un tant soit peu de crédibilité, de voir que j'existe, et donc un début de lien de confiance en fait, qui est indispensable quand tu fais appel à quelqu'un pour ses services, quels qu'ils soient. Et est-ce que tu avais du coup un deuxième a priori en plus de ce que pouvaient dire les gens sur les réseaux sociaux ? Quelque chose d'assez précis, une situation que tu as vécue et où tu t'es dit ah, je pensais vraiment pas que ça allait se passer comme ça. Mis à part comment dire, les soucis administratifs un petit peu qui arrivent comme ça, comme un cheveu sur la soupe, tu t'y attends pas. Pas spécialement. Ok, bah si je peux me permettre de mon côté, un a priori que... Enfin, c'est pas vraiment un a priori que j'avais, mais une chose que j'ai découvert sur le tas et auquel je ne m'attendais vraiment pas, c'est le nombre de prospections pourraves que j'allais recevoir sur les réseaux sociaux.
Parce que quand C'est je vrai. parle prospection pourrave, je fais vraiment la dissociation entre prospection et prospection pourrave. Mm. Parce qu'en soi, la prospection, sur le principe, c'est bien. Si Oui. tu vois une personne qui aurait besoin de tes services, tu vas la contacter en disant je pourrais peut-être vous aider sur tel point de vue, est-ce que je peux vous aider, est-ce qu'on peut s'appeler? La personne dit oui, la personne dit non. Sur le Mm. principe, c'est très bien et j'ai même eu des clients comme ça. Ah Mais bah oui. quand je parle de prospection pourrave, je pense que si des entrepreneurs nous regardent, vous saurez de quoi je parle. C'est vraiment la phrase type est-ce que tu proposes toujours tes services? Du coup, tu lui réponds en pensant que c'est un client, alors qu'en fait, pas du tout. Alors en fait, je suis coach business et j'en ai plein, ou alors des gens qui te font culpabiliser quand tu veux pas souscrire à leurs offres. Et je savais que j'allais peut-être en recevoir, mais j'en ai plusieurs fois par semaine. Et vraiment, ça rend dingue. C'est toujours les mêmes patterns. Et du coup, tu te dis, mais il y a vraiment des gens pour qui ça fonctionne, parce que s'ils le font, c'est que ça doit bien marcher, tu vois. Et ça, tu vois, c'est quelque chose auquel je m'attendais vraiment pas et qui, bon, je vais pas aller jusqu'à me pourrir mon quotidien, mais tu sais, quand tu les vois passer, tu souffles et tu te dis, les gars, laissez-nous tranquilles, quoi. Après, est-ce que ça fonctionne? Je sais pas, mais ce qui est certain, c'est que c'est typiquement le genre de personnes qui vont te dire, pour te donner des conseils, de prospecter à 100 clients par jour. Ouais. Voilà. Donc en fait, effectivement, s'ils font ça de leur côté, ils ont peut-être un léger retour sur investissement, évidemment. À 100 personnes par jour, t'as bien des gens qui vont tomber dans le panneau, hein. Moi, j'ai été assez épargné par ça. J'en ai peut-être reçu 3 ou 4, mais sans plus. On en avait déjà parlé une fois. J'avais reçu un appel téléphonique, moi, par contre. Ouais. Là, Un peu flippant, je trouve. un peu bizarre. Ouais, le gars voulait absolument qu'on se retrouve dans un café. Il voulait pas m'envoyer un mail. En plus, il m'avait appelé tard, 19h et quelques. C'est tard pour la prospection, quand même. Ben, c'est un peu tard. Je me suis... Enfin, au premier abord, on peut se dire c'est peut-être un mec un peu bizarre, mais soit. Ouais, Bon, ou les gens qui te répondent à 2h du matin. oui, bon. Ça... En tout cas, j'essayais de couper court parce que je lui expliquais que ben, j'avais autre chose à faire. Hein. Bah, normal. C'était pas le moment. Donc, qu'il m'envoie un mail. Et il voulait pas m'envoyer un mail. Il voulait absolument ni faire de visio. Il voulait caler un rendez-vous dans un café. Alors, pas d'histoire de... Enfin, savoir quel café, je sais pas. Il n'a jamais voulu préciser, ni dans quelle ville d'ailleurs. Donc, bon, sachant qu'il n'y a pas moyen de savoir où est-ce que je suis situé très exactement. Un peu laborieux. Le mec voulait te kidnapper et faire du trafic peut-être du trafic d'organes. Ouais, il voulait me vendre un rein. Ouais. Oh là là. Je sais pas du tout. Si je me trompe pas, il me parlait de collaborer avec des professionnels graphisme, communication, marketing pour leur donner de la crédibilité, enfin de la visibilité en échange de en échange de services en fait, hein, créer des... Ouais, du troc quoi finalement. Ouais, c'est ça, du troc. Je te paye en visibilité, mais ouais, c'est voilà, pas la c'est visibilité qui va payer les charges. oui, c'est ça. Donc non, c'est pas trop, c'était pas trop ma cam. Il avait essayé de me rappeler le lendemain matin. Bloqué. Je l'ai bloqué parce qu'il a essayé de me rappeler avec plusieurs numéros. Et en fait, ouais, non, puis on n'essaie pas de caler un rendez-vous à quelqu'un dans un café qui n'a pas de nom, qui n'est pas nommé. À une date, j'ai jamais dit oui. Il veut pas donner son mail. Enfin, au bout d'un moment, ça aussi, c'est un point de la prospection qui est vraiment insupportable. En fait, où les gens qui te prospectent ne te laissent pas de porte de sortie. Genre, est-ce que ça t'intéresse ou machin. C'est vraiment, quand est-ce que t'es dispo pour qu'on se cale un RDV. Toi, t'es en mode, j'ai jamais dit oui, en fait. Et du coup, c'est vraiment ce truc d'insistance que j'ai tout le temps dans mes DM et qui est vraiment, franchement, insupportable. Oui, c'est ça. La personne veut pas, bon ben... Bah tant pis, ciao bye bye quoi. Oui, c'est ça. Pas s'éterniser, insister. À la limite, t'insistes une fois, mais pas deux. Pour terminer sur ce sujet, laissez les gens tranquilles et prospectez mieux, juste, s'il vous plaît. Oui. Ça fera du bien à tout le monde. Et les coachs business, là, oubliez. Alors, il y a des coachs business qui sont bons. Oui, je suis notamment accompagnée par Bertie de l'Estima, qui est une très bonne coach business. Mais je dois bien avouer que beaucoup de personnes qui m'ont prospecté étaient des coachs business. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Parce que généralement, ils voient un compte Instagram qui n'a pas encore des milliers d'abonnés, ils se disent ah ça c'est le filon, ça, qui est lancé depuis pas longtemps, qui a encore des étoiles plein les yeux, en mode est-ce que je vais exploser rapidement, etc. Alors oui, je suis encore très contente, encore heureux d'être en freelance, mais on voit bien que c'est quelque chose qui prend du temps. Mais vraiment, ne vous laissez pas avoir par les gens qui vous mettent plein de paillettes dans les yeux en mode on va vous faire gagner plein de clients, plein d'abonnés, etc.
souvent renseignez-vous parce que j'ai vu passer des choses comme ça où des gens se prétendaient coach business et quand tu regardes sur société.com, Papers ou ce genre de choses, leur entreprise est radiée, donc Ouais. ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'exercer pour des raisons de ils ont été forcés de fermer, peut-être pour fraude fiscale. Puis ouais, voilà, puis il y en a des histoires de toute façon de gens qui se sont fait escroquer un peu d'argent et tout ça. J'en connais certains Donc, et généralement c'est donc, vraiment terrible quand ça t'arrive. Je connais ouais. des personnes qui se sont fait avoir justement par ces fameux coach business parce que justement avaient envie de se développer plus, étaient vraiment à la recherche d'une solution, étaient vraiment de bonne volonté et au final sont tombés sur des mauvaises personnes qui leur ont fait des fausses promesses et qui aujourd'hui ont perdu de l'argent, du temps et ont accumulé beaucoup de stress en revanche. Donc vraiment faites attention à vous les loulous, c'est très important. Ouais, donc coach business oui, mais renseignez-vous, fouinez Renseignez-vous un évidemment, maximum. Et j'ai envie de dire quelle que soit la personne à qui vous voulez demander des services. Exactement. On va enchaîner sur la deuxième question. Ouais. Et tu l'as légèrement effleuré pendant nos premières réponses. Cite-moi une démarche administrative qui t'a traumatisé. Alors, moi c'était la CFE. C'est tout bête, hein. Oui. C'est complètement bête, mais... Pour le contexte, la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Ouais. C'est donc une cotisation d'entreprise que tu dois payer en décembre qui s'élève entre 200 et 500 euros, ça dépend des entreprises. Si tu as un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 euros, tu ne dois pas forcément la payer. Mais quand tu crées ton entreprise ou que tu déménages, tu dois remplir un petit papier avec les infos de ton entreprise pour qu'ils sachent comment te taxer le jour venu. Et donc Mathis va nous parler de la réception de ce fameux papier de CFE. Eh ben justement, pas passé comme prévu. Justement, je l'avais pas reçu ce courrier. Voilà, alors que normalement tu le reçois le premier mois, même pas les premières semaines. Hein. Oui, en fait, pour donner une temporalité, globalement, j'avais créé ma société en février, dans ces eaux-là. Et il s'avère qu'à la fin de l'année, j'ai déménagé. Donc le jour où j'ai déménagé, j'ai essayé de faire mes démarches pour modifier mon adresse, site de l'INPI et tout ça, hein, voilà. Simplement, je ne pouvais pas faire cette modification parce que c'est un degré de modification qui demande une identité numérique certifiée. Ça. Voilà, pas juste une identité numérique, c'est-à-dire que vous installez l'application France Identité, vous mettez votre carte d'identité dessus, vous avez une identité numérique, mais ça suffit pas. Non. Ça suffit pas, vu que c'est un degré de modification, on va dire, que l'État considère comme important, on va dire ça comme ça, hein, il faut une identité numérique certifiée. Le souci étant, c'est que pour faire cela, donc il faut aller en mairie, etc. Mais au préalable, il faut être capable de scanner sa carte d'identité avec son téléphone, comme un lecteur NFC. Mon téléphone ne voulait pas prendre ma carte d'identité. Un peu embêtant. Donc j'ai essayé de chercher des solutions. Hein. Je me suis dit la Poste peut-être, je sais qu'elle proposait ça. En ce qui me concerne, ça fonctionnait pas parce que le degré de sécurité de l'identité La Poste n'était pas assez élevé. Voilà. Et donc je n'arrivais pas à modifier cette adresse. Voilà, ça a pris quelques mois. Hein. J'ai essayé régulièrement, toutes les semaines je réessayais. Putain, mais ça a pris tant de temps que ça. 3 mois. Ah oui, putain, moi je croyais que c'était sur une semaine quand tu m'avais raconté ça. Non. J'avais déménagé fin octobre, Putain, vraiment toute fin octobre. Et j'ai réussi à faire le changement courant janvier. Et en fait, vint un jour où personnellement j'avais jamais entendu parler de la CFE avant, hein. Jamais. Ça aussi, coup de pas de chance. J'en ai jamais entendu parler aussi avant de recevoir le fameux papier et d'en discuter avec en fait, c'est que quand on veut se lancer, il y a tellement de... ok, il y a énormément de contenu sur Internet, mais il y a forcément des petites infos qui passent entre les mailles du filet dont on n'entend pas forcément parler à un instant T. Et donc, vint le mois de décembre, où je reçois un petit mail plutôt sympathique des finances publiques pour une mise en demeure. Le mot qui fait pas plaisir. Ouais. Je crois que juridiquement, mise en demeure, c'est pas si fort que ça, mais quand t'es pas non plus à fond dans tout ce qui est juridique, etc., c'est le genre de mot où tu le reçois, tu te dis que ça fait peur. Non, puis c'est surtout que de toute façon, la mise en demeure, t'as un certain temps, t'as une échéance pour pouvoir régler ton problème. Je dis bon, soit. Et donc là, je me suis un petit peu mis la pression quand même au mois de janvier. C'est peut-être pour ça que mon téléphone a décidé du jour au lendemain de réussir à scanner ma carte d'identité. Il s'est dit, allez, on va être sympa.
va être gentil. Voilà. Allez, on va arrêter d'être un enfoiré. Et en fait, je me suis dit, c'est bizarre parce que j'ai jamais rien reçu, j'en ai jamais entendu parler de cette CFE. Ouais. Voilà, donc j'avais demandé à certaines personnes qui s'étaient lancées avant moi, etc., comment ça s'était passé pour eux, hein, cette histoire de CFE. Tout le monde la reçoit par courrier. Et je me dis, bah oui, mais puisque j'avais pas réussi mon changement d'adresse, bah, je l'ai reçu à mon ancienne adresse. Voilà. Et donc j'étais en location à ce moment-là, et le nouveau locataire devait être là que très rarement, il regardait pas le courrier en fait. Donc il m'a même pas, j'ai même pas été prévenu ni par lui, ni par mon ancien propriétaire du coup, qui était pas au courant qu'il y avait encore du courrier qui arrivait. Moi, ce que je trouve vraiment bizarre dans tout ça, c'est que tu t'es déclaré en janvier. Ouais, et t'as déménagé vers octobre-novembre. Et je l'ai jamais reçu avant. Et c'est ça qui est bizarre, il a dû se perdre quelque part, ils ont dû t'oublier dans les papiers parce que vraiment, généralement, c'est quelque chose que tu reçois vraiment. Perso, je l'ai reçu au bout de 2 semaines. Quand j'ai déménagé, la mise à jour de CFE, la semaine d'après, je l'ai reçu. Donc généralement, c'est quelque chose qui se fait très rapidement. Donc là, ils ont dû t'oublier dans les bases de données et ça t'a mis dans la merde, quoi. Très bonne question, mais du coup, la totale, hein, j'ai fait en sorte de la remplir pour. En fait, c'était même assez laborieux. Je savais pas exactement comment la remplir parce que, en même temps de devoir la remplir pour la première fois, je devais signaler mon déménagement. Voilà. Bon, après, ça, puis c'est toujours un petit charabia un peu précis, administratif. On sait jamais trop sur quel pied danser et quoi sélectionner exactement pour être dans les clous. Mais bon, du coup, je l'ai envoyé par courrier directement au centre des finances publiques du département. Et je l'ai également envoyé pour être sûr sur mon espace impôt. Hein. Oui, bah oui, voilà, j'ai fait les deux, j'ai passé un coup de fil, j'ai dit je vous l'envoie. Voilà. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Ouais, voilà, c'est ça. À la limite, c'était juste ça qui était un peu compliqué, mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est 100% de leur faute? Pas forcément, parce que normalement un téléphone est censé pouvoir scanner la carte d'identité. Mais en même temps, ce degré de sécurité-là, du fait qu'il existe, c'est un peu... pour être poli, embêtant. Voilà. Mais c'est marrant parce que quand t'as déménagé, du coup, tu m'as raconté cette histoire d'identité numérique. Et j'ai eu exactement le même... Enfin, j'ai pas eu exactement le même problème, mais j'ai eu le problème sur l'identité numérique aussi. C'est-à-dire que, pareil, je devais créer mon compte, sauf que le mail de confirmation ne s'envoyait jamais. Ce qui faisait que j'étais bloquée dans la démarche. J'ai dû me déplacer à plusieurs postes différents qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Du coup, j'étais bien embêtée et au bout d'1 heure et demie, après avoir fait le tour du Mans, du coup, à l'époque, pour trouver une poste qui pourrait m'aider, parce qu'ils se renvoyaient tous la balle, et la dernière poste m'a dit, en fait, c'est juste qu'on ne fait pas ça, quoi. Bah oui. Donc, faut d'abord créer le compte, etc. Et en fait, quand je suis rentrée chez moi, j'ai réessayé une dernière fois et ça a fonctionné. Mais je suis très jaloux, parce que moi, j'aurais bien voulu que ça se passe en une après-midi. Ah oui, mais c'est pour ça, quand tu m'as dit 3 mois, je me suis dit, 3 mois Putain, oui. Ça pique. Ouais. Mais bon, après, disons que c'est un moment où t'as peur de faire des bêtises, mais en même temps, t'as encore le temps de régler le problème, quoi. La mise en demeure, c'est pas... Non, faut pas tout de suite que tu payes 500 balles d'amende. Oui, je ça, sais pas. Je me souviens même plus combien c'était. Ils laissent le temps et le droit à l'erreur, donc généralement tu peux rattraper ça, mais généralement je pense notamment à Bastille Lui. Je sais pas si tu connais ce youtubeur. Le nom me dit quelque chose, mais en je suis gros, pas Bastille sûr. Lui, c'est un UX designer qui s'est lancé d'abord sur les réseaux en parallèle de son CDI, puis ensuite s'est mis à plein temps en tant que freelance. Et en fait, quand il a lancé son entreprise, il a opté pour le versement libératoire de l'URSSAF. Pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros quand tu crées ton compte URSSAF, du coup, tous les trimestres ou tous les mois, tu dois te rendre dessus pour déclarer et payer tes en fonction de ce que tu choisis, ça c'est au choix. Exactement. Et en fait, tu as une petite case qui s'affiche même quand tu es en micro-entreprise, qui est le versement libératoire qui vient directement prendre à la source ton argent et du coup, tu n'as même pas besoin de t'en soucier. Et c'est plutôt pratique, sauf que en fait, c'est quelque chose que les micro-entreprises ne sont pas autorisées à cocher. Et c'est pas du tout indiqué nulle part. Et en fait, à l'époque, en plus, Bastille était accompagné d'un comptable, il l'explique dans sa vidéo, qui lui a dit que tout était bon, sauf que plus tard, il a reçu un courrier lui disant qu'il devait 10 000 € à l'État parce qu'il n'était pas... il devait pas cocher ça et que du coup les factures se sont accumulées par rapport à ça alors qu'il pensait bien faire avec son comptable de l'époque. Donc c'est vrai que généralement c'est des choses qui font un petit peu peur et dans les commentaires il y avait plein de gens qui disaient merci Bastille, tu viens littéralement de me sauver 10 000 boules.
Donc, Punaise. ah, mais je te montrerai la vidéo si tu veux. Je me demande, alors je sais pas quels sont les détails du pourquoi, du comment c'est interdit, mais je suis bien curieux Ouais, de le savoir. bah, en plus, c'est surtout que tu vois ça, c'est un truc, tu sais, par exemple, que tu as dans certains logiciels, genre Adobe, moi, Hmm. c'est prélèvement à la source. Hmm. Et en fait, évidemment, il y a une différence C'est un entre... abonnement, quoi. Oui, Donc, c'est un abonnement, mais il y a une différence entre un logiciel et un service d'État. Sauf que comme ça, logiquement, tu te dis, bah, ça change rien, quoi, finalement. Sauf qu'en fait, apparemment, si, et je suis pas assez calée juridiquement pour dire pourquoi. Mais je t'enverrai la vidéo, il l'explique un petit peu en détail Ouais, carrément. à quoi c'est dû, et vraiment c'est très intéressant, et surtout ça fait grincer des dents par rapport à l'administration Bah, française. ça, j'imagine bien, surtout que sur le papier, ils sont censés être Mhm. contents. Ah Parce oui. que là, on risque pas de leur dire non, je vous donnerai pas l'argent que je vous dois. Ils vont la Mhm. chercher direct. Je sais pas. Donc, après ce petit moment défouloir, parce Ouais, que je savais que ça te ferait du bien, parce qu'en off on en oui. discute pas mal, et on vous aime, l'administration française. Ouais. Ça me fait penser à la scène dans Brise de Nice où il dit j'aime beaucoup tout ce que t'as pas fait pour moi, prends pas soin de toi. La scène très émotion. Bref. C'est franchement... La culture Jean du Jardin. J'aurais pas dit mieux. Ouais. Ah ouais, ouais. Ensuite, la troisième question, donc là qui parle plus de ton quotidien en tant qu'entrepreneur. Ok. En tant que freelance, quelle est la tâche que tu aimes le plus faire, et à l'inverse, la tâche qui vraiment te brise les noix à faire au quotidien? Alors, la tâche que j'aime le plus faire, finalement, c'est même pas tant mais c'est même pas tant en lien avec les projets que je peux faire pour des clients. C'est simplement la gestion de mes réseaux. Ah ouais? Ouais, c'est ce que j'aime bien faire ça parce qu'en Ouais. fait, je me sers en partie de mes réseaux pour apprendre ce que je ne sais pas forcément sur l'histoire du graphisme, sur certains graphistes, etc., ou certains mouvements. Parce que, de toute façon, on a eu à peu près les mêmes cours à l'école. Et la différence, c'est qu'à la dernière année de notre bachelor, ma classe n'avait pas eu de cours sur l'histoire du graphisme. Mais je Le crois que cours la avait mienne été non plus, annulé, mais je crois qu'il y a des classes qui l'avaient eu quand même. Ah Ça a ouais? quand même été rattrapé, Dans il me mes semble. souvenirs, je crois que en première et deuxième année, on avait eu beaucoup de cours sur l'histoire du design graphique et de l'art en règle générale. C'était surtout là en Ouais, mais règle je crois qu'en générale. troisième année, on avait une sorte de cours de culture graphique, Ouais, mais qui oui, avait c'est ça. absolument rien à voir avec ce qu'on attendait à la base. Ah ouais? Et Parce que ouais, moi, du coup, je l'ai pas du tout eu ça. bah nous on a eu ça, mais en fait on n'avait pas de cours de design graphique, on apprenait Oui. 2-3 artistes contemporains, Hmm. mais en fait c'est tout quoi, c'était des artistes actuels finalement, D'accord. plutôt que vraiment... Après, c'est intéressant aussi, Ah oui, mais c'est intéressant, mais par exemple, tu vois, quand tu parles histoire de l'art, tu vois, Wes Anderson, c'est quelque chose d'encore très actuel dans la cinématographie, par exemple, et on étudiait ça, mais c'est vrai qu'on n'abordait que des artistes actuels, et du coup, on a moins le côté histoire. Donc c'est pour ça que le cours s'appelait culture graphique, finalement. C'est Ouais. pas histoire, mais ça manquait un petit peu, je trouve. ouais, et du coup, vu que ces cours-là manquaient un petit peu, je me suis dit que j'allais simplement proposer des vidéos, des réels, ou je les mets aussi sur YouTube, donc des shorts, en parlant de cette histoire du graphisme, etc. Et donc au préalable, je suis obligé de me renseigner sur ce que je vais expliquer. Et en fait, ça me permet simplement de l'apprendre, parce que je l'ai pas appris au préalable. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'au-delà de simplement connaître davantage son métier, ça permet de savoir ça permet de savoir comment tel ou tel graphiste à un instant T a répondu à telle ou telle contrainte. Et en fait, c'est des contraintes qui peuvent revenir aujourd'hui à notre époque postmoderne en fait. Donc c'est toujours intéressant de savoir parce qu'il y a toujours des gens qui ont fait des choses avant nous. Donc, comment ils ont répondu à telle problématique, qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire aussi simplement. Bon, et si demain j'ai une problématique qui peut ressembler à une de celles que j'ai pu apprendre, ça peut me permettre de mieux y répondre aussi. Voilà, tout Puis simplement. même, je trouve que ça se voit que t'aimes bien gérer tes réseaux parce que le résultat est vraiment bien. Merci. Non mais vraiment franchement j'aime beaucoup regarder tes réels, Ok. parce que je trouve qu'ils sont bien montés, t'as vraiment avec les petites animations, ça me fait etc. marrer. Les petits mèmes, on sent vraiment que tu t'éclates Ouais. à les monter et même à faire tes recherches. Notamment moi j'aime beaucoup les vidéos où tu parles de nouveaux logos, genre Ouais, celui de ouais. Maison Nicolas, Il n'y en ou a celui pas du eu Mont encore trop, Saint-Michel. mais c'est les deux notamment que j'ai pu faire. Ouais, bah Et franchement c'est un format que j'aime beaucoup.
Donc Top. tu devrais le faire plus souvent. Ouais, bah faut regarder l'actualité de toute façon. Mais ouais, non, donc ça j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup parce que bah, c'est aussi des sujets qui m'intéressent, forcément. C'est plus facile de prendre plaisir à faire ça quand le sujet en question nous intéresse. Mhm. Et à la limite, pour répondre à la suite de ta question, ce que j'aime le moins faire, Mhm. c'est tout bête parce que sur le fond, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ouais. C'est prospecter auprès des artisans, etc., des petites communes. Parce qu'en fait, souvent, quand j'essaie de les prospecter ou même de les trouver, ben justement, il faut réussir à les trouver. Et il n'y a pas nécessairement de vitrine, etc. Pourtant, c'est ce qui fait marcher ben, chaque petit village à échelle locale, etc. Donc moi, ça me tient à cœur de pouvoir les aider, leur créer une charte graphique s'ils n'en ont pas, de la peaufiner si elle a quelques petits soucis, tout simplement, ou de faire en sorte qu'ils aient simplement un tant soit peu de visibilité autre que sur le site, enfin que sur l'annuaire des entreprises de la commune qui sont souvent pas à jour pour les petites communes. Et puis même, en fait, c'est surtout quand tu prospectes des gens qui sont dans l'artisanat depuis une vingtaine, trentaine d'années, Ouais. souvent quand tu leur parles de les réseaux sociaux, ils disent que bah, eux, ils trouvent tous leurs clients via le bouche à oreille et que ça leur a jamais servi. Ouais. Sauf que, en fait, d'un côté, je comprends, tu vois, quand t'as un business qui marche sans réseau, tu te dis, mais pourquoi s'y intéresser? Mais en fait, c'est plus pour une question d'avenir parce que là où avant, les gens, justement, se basaient uniquement sur le bouche à oreille, aujourd'hui, les gens, déjà à l'ère d'Internet, sont beaucoup plus habitués à se renseigner sur les réseaux, se renseigner sur un site, plus que sur le bouche à oreille des fois, sur tout ce qui est critique 5 étoiles, etc. Et en fait, justement, pour moi, j'aime bien leur dire que c'est un peu une sorte de préparation des années à venir. Ouais. Et justement, certains clients ou prospects que j'ai eu ont compris cette chose-là de bah en fait aujourd'hui ça marche bien, mais en fait faut la prochaine génération qui va rénover des maisons, bah c'est les jeunes qui ont 20-30 ans aujourd'hui, tu vois. Ouais, donc justement, c'est pour ça c'est plus une préparation de l'avenir et justement faire partie des premiers qui auront préparé tout ça plutôt que se retrouver largués en disant bah putain je comprends pas, j'ai plus de clients. Bah oui, mais en fait ceux qui ont des clients c'est ceux qui se sont préparés il y a 5-6 ans et qui sont qui ont des clients qui sont les jeunes d'hier, quoi, finalement. Bah oui, puis tu vois, bah, tu parlais de rénover des maisons, etc. Par exemple, demain, il y a un carreleur que j'arrive à joindre alors qu'il a absolument aucune vitrine sur Internet, etc. Il me dit effectivement c'est client au bouche à oreille et tout ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens de notre génération qui peut-être vont d'abord demander à des gens de leur entourage s'ils connaissent un bon carreleur, mais en fait, au-delà de ça, sinon, ils vont taper carreleur telle commune sur Internet. Regardez Et en fait, voilà, c'est ça. Mais s'il n'y a pas d'avis, même pas de profil Google My Business, bah, en fait, la personne soit n'existe pas, soit on n'a pas confiance, en fait. Bah, c'est ça. Combien il y en a qui ont un Facebook qui date de 2012, ils n'ont rien posté dessus à part 3 photos à l'époque, et bah, il n'y a pas vraiment de photos de profil, etc. Et du coup, il n'y a même pas vraiment d'avis, mais en soi, l'entreprise existe. Et effectivement, des gens de notre génération, et même un peu plus vieux d'ailleurs, hein, il y a des trentenaires, machin, qui vont regarder sur Internet pour trouver des professionnels pour répondre à leurs problématiques, quoi. Oui, même trentenaires, quarantenaires. Quarantenaires aussi, ouais, bien sûr. Donc ça me tient à cœur de leur trouver des solutions à ces gens-là parce qu'ils font tourner le pays, ils font tourner les communes et tout ça, et c'est hyper important. Hein. Mais effectivement, toute cette partie où réussir à les trouver, savoir s'ils existent encore ou pas, pour certains c'est très compliqué, très laborieux. Ouais. Donc c'est pas forcément les journées, quand je fais des journées prospection, où je vais faire le plus de prospection, mais ça peut être les journées de prospection qui pourraient déboucher sur des projets les plus satisfaisants à faire et pour lesquels je serais très content d'avoir participé à quelque chose. Ouais. Bah, et puis c'est surtout que tu prospectes des gens qui déjà n'ont pas déjà confiance en tes offres, mais aussi n'ont pas confiance en les réseaux ou même le fait d'avoir un site. Et en fait justement, souvent
les prospections au rendez-vous qui ont été les plus longs, Mm. c'est vraiment les gens qui, et encore une fois, c'est pas du tout un jugement de valeur ou quoi que ce Ouais. soit, c'est vraiment les personnes qui ne comprennent déjà pas le principe des réseaux, parce qu'en Mm. plus de leur convaincre que t'es bon dans ce que tu fais, tu dois les convaincre que les réseaux c'est bien. Et Ouais. souvent, les rendez-vous qui aboutissent le plus à des projets, c'est vraiment les gens qui déjà savent la valeur, ou qui viennent te voir en disant de base je suis pas intéressée par les réseaux et j'aime pas ça, Mm. mais en fait force est de constater que ça fonctionne bien, qu'il y a vraiment des communautés qui se construisent, Ouais. c'est une vraie vitrine. Et en fait elle dit justement vu par exemple que moi j'aime pas ça, je vais le confier à un community manager, etc. Donc justement c'est pour ça que je trouve ça quand même super important d'avoir une présence en ligne. Et c'est vrai que quand tu prospectes des gens qui sont pas du tout convaincus et qui marchent de la même manière depuis 30 ans, évidemment c'est pas facile de leur faire changer d'avis parce qu'ils ont toujours fonctionné comme ça. Et évidemment il y a un petit jeune qui vient te voir et qui te dit que en fait le monde est totalement différent et qu'il faut s'adapter. Moi je pense aussi à leur place j'aurais été la première à grogner quoi. Bien sûr, après quand tu es habitué à faire quelque chose depuis plusieurs années, c'est compliqué de faire des rétropédalages et de changer sa façon de faire. Comme disait un certain Noël Flantier dans OSS 117, le monde il bouge et il bouge vite. Voilà. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Alors, du coup, la tâche que tu aimes le plus, c'est gérer tes réseaux sociaux. Ouais. Ça tombe bien, c'est mon taf. Totalement. Et que tu détestes, la prospection, et je pense qu'on est deux là-dessus. La et encore, il y a, comme j'ai dit, il y a la prospection qui peut être plus facile que d'autres. La prospection à chaud, quand tu connais un peu les gens, que par exemple, il y a un lien, par exemple, des gens que je peux prospecter parce qu'on me dit tiens telle personne aurait bien besoin peut-être d'une refonte de son site ou quelqu'un. Par exemple le premier client que j'ai eu c'est justement du bouche à oreille parce qu'en fait je discutais du fait que je débutais mon activité auprès de quelqu'un et cette fameuse personne m'a dit j'ai un fournisseur justement qui galère un peu avec ses réseaux, il me demande souvent de l'aide, donc vas-y va voir s'il a besoin d'aide. Et du coup il a eu besoin d'aide, on a travaillé ensemble pendant 6-7 mois et ça s'est très bien passé, donc justement c'est pour ça que c'est important. Alors, suivant. La 4e question, l'avant-dernière. Ouais. Justement, ça revient un petit peu peut-être avec les démarches administratives, mais quelle est la plus grosse difficulté auquel tu as fait face et auquel tu ne t'attendais pas? Du coup, hors démarche administrative, parce que tu nous as déjà raconté tes démarches avec la poste, avec l'identité numérique, mais quelque chose où vraiment, que ce soit d'un point de vue technique, donc dans tes créations, etc., quelque chose où vraiment tu as galéré à faire, ou même d'un point de vue moral, ou quelque chose pareil qui t'a miné. Alors moi, le plus compliqué, globalement, c'est prévoir et organiser. Ah ça, on se connaît Mathis. Parce que, on se connaît. On sait. Comment dire, en tout cas pour ce qui est du boulot, ou quand j'ai des projets, je marche beaucoup au carpe diem. Je m'en ferai jamais un tatouage. Vraiment ma phobie quoi. Moi c'est organisation carrée. Voilà, je vois bien la différence du coup entre nous parce que moi je me suis lancé, je me suis pas trop posé de questions, si évidemment, mais je me suis pas posé de questions sur le point de vue, d'un point de vue pratique. Je me suis dit ok pour lancer une boîte faut aller sur tel site, je vais sur tel site et je fais le truc. Pour ça, c'est peut-être en partie pour ça que j'ai jamais entendu parler de la CFE avant, parce qu'en fait. Tu sais que moi j'en ai entendu parler au moment où il fallait la payer. Hein. Oui. Donc tu sais, organisé ou non, des fois il y a des infos, tu les découvres sur place, donc c'est pas dans une histoire d'organisation ça. C'est vrai. Mais du coup c'est très au jour pour le jour, et du coup au-delà de ça, pendant longtemps j'ai pas eu de trame à suivre. Par exemple pour ma semaine, il n'y a pas de jour où je me suis dit ok tel jour je vais forcément faire ces choses là, tel jour je vais forcément faire ces choses là, c'est pas, et je prévois pas à l'avance. Ça c'est le plus compliqué, sauf que c'est pas une bonne idée. En plus, toi tu as une conjointe qui justement a un travail qui fait que ses horaires et ses jours de travail changent toutes les semaines. Et du coup, forcément, pour passer du temps avec elle, forcément tu vas caler tes horaires en fonction des siens et c'est normal. Et justement, c'est pour ça que t'as pas vraiment de routine et ce qui empêche d'avoir une routine. Disons que... ça aussi c'est quelque chose qui change avec moi par exemple, qui justement est un conjoint qui lui a un 9-17 tous les jours de la semaine. Oui, c'est plus fixe et c'est plus facile. Moi du coup, honnêtement je me cale en fonction de ses repos, hein. Donc il y a des week-ends je vais bosser le week-end et des fois je vais prendre 2 jours de repos, le lundi, mardi ou le jeudi, vendredi, ça peut arriver.
Donc je m'adapte un petit peu à ce rythme-là, et effectivement, ça aide pas trop, dans tous les cas, ça aide pas trop à se caler une trame à suivre, ou alors faut l'adapter au fur et à mesure et se dire, bon, bah, je vais me faire mon emploi du temps pour les 2-3 prochaines semaines. De toute façon, je sais que j'ai tel projet à faire, pour mes réseaux, j'ai tel poste à tourner, par exemple, tel réel à tourner. T'as du mal à tenir ton calendrier édito. Ouais, le calendrier édito encore ça va, non, c'est l'emploi du temps en général. Ouais, des fois je me dis, est-ce que je fais ça ou ça, et en fait je réfléchis pas trop et je fais celui que je préfère faire à un instant T, mais parfois c'est pas forcément la solution, hein. On fait pas toujours ce qu'on veut au moment où on veut le faire, donc voilà. Mais surtout, pour l'anecdote en termes d'organisation, ouais. Justement, je t'avais repris dessus il n'y a pas si longtemps et on avait fait les calculs ensemble. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Oui, c'est vrai. C'était à propos de tes charges entrepreneuriales hors URSSAF. Ouais. Parce que toi, tu considérais que les seules dépenses que tu faisais sur ton compte pro, c'était tout ce qui était URSSAF, déclaration à l'État, etc. Mais tu ne comptais pas tout ce qui était suite Adobe, c'est vrai. Tout ce qui était pour ma défense, nom de domaine. Pour ma défense, si, le nom de domaine, je le mettais quand même. Ah, tu mettais le nom de domaine. Ouais, mais en soi, j'ai toujours pas changé mon prélèvement est toujours sur mon compte bancaire perso de toute façon. Oui, mais en fait, t'as pas besoin d'avoir un compte pro forcément. Ouais, mais je préfère séparer mes dépenses. C'est le seul truc que j'ai fait de façon organisée. C'est ce que j'ai fait aussi parce que j'aime bien avoir vraiment mes dépenses perso et mes dépenses pro et vraiment m'y retrouver très facilement. Mais je faisais mes comptes. Enfin, je fais mes comptes. Oui, mais c'est vrai que quand je fais mes comptes, je ne comptais pas la suite Adobe parce qu'en fait, le Creative Cloud, je l'ai toujours compté en perso. Je l'ai toujours compté en perso et je me suis dit, de toute façon, tant que je n'ai pas forcément des revenus qui me permettent assurément de la payer de façon pérenne avec ma boîte, je m'en fiche, c'est comme mon abonnement Netflix, même si je m'étais pas lancé en micro. Cher l'abonnement Netflix. Ouais, mais j'ai pas Netflix de toute façon. Donc, donc voilà. Ça part l'un dans l'autre. Donc en fait, je me suis dit, même si je m'étais pas lancé, en fait, j'aurais quand même payé la suite Adobe parce que, ne serait-ce que pour le kiff de dessiner sur Photoshop, ou même si j'avais pas de boîte, je me serais peut-être mis sur les réseaux quand même. Ça m'amuse de faire mes petits montages sur After Effects avec mes gifs et mes extraits de films un peu concons, quoi. Ça se voit, ça t'amuse. Donc effectivement, j'avais jamais compté les frais Adobe dans mes charges. Mais j'ai retenu la leçon, c'est bon. Parce que du coup, on va pas donner les chiffres, mais on avait fait les comptes ensemble. Évidemment, vu comme ça, c'est moins glorieux. En fait, c'est que sur le moment, moi aussi, quand j'ai commencé, je vais donner mes chiffres. À un moment, j'étais à moins 900 € sur mon compte mon compte bancaire professionnel. Et c'est vrai que sur le moment, quand tu vois moins 900, tu... Et ça après, fait mal, avec le temps, quand tu commences à avoir les premiers projets, les premiers clients, ça remonte vite dans le positif. Oui, et là, évidemment. maintenant, mon compte bancaire va beaucoup mieux. Ouais. Mais du coup, c'est vrai qu'au départ, ça fait toujours chier de faire les calculs parce que tu sais que ça va pas être glorieux. Mais il faut les faire parce que justement, ça t'aide à avoir des dépenses inutiles ou avoir des optimisations, etc. Ouais. Donc c'est vrai que c'est assez important à faire pour après établir une stratégie, etc. Bon, moi, pour le coup, maintenant, tout ce qui est stratégie, je le fais avec Bertie. Mais c'est vrai que c'est un truc qui est quand même assez important à faire au départ. C'est vraiment, que ce soit seul ou accompagné, établir une stratégie annuelle, faire des calculs de rentabilité, ce que j'avais pas fait au départ et que j'ai fait avec Bertie, de vrais calculs de rentabilité pour voir, pour augmenter mes prix, parce qu'avant, je faisais des prestations à des prix extrêmement cassés. Et après avoir fait des calculs de rentabilité et voir que tes prestations ne te payent même pas au SMIC, ça fait mal. Du coup, c'est là où justement tu retravailles tes offres, tu augmentes tes prix et tu vois que ça marche quand même. Donc tu es en mode... c'est là où même savoir gérer son emploi du temps, c'est aussi une bonne chose. Savoir que pour tel ou tel projet, tu vas passer tant de temps dessus en fait. Notamment avec Clockify, Clockify que tu m'as fait découvrir. Après, je le savais déjà, mais je ne savais pas dans quel ordre de grandeur. J'avais tendance à sous-évaluer mes devis parce que j'estimais que j'allais passer plus de temps sur les projets que je n'en passe réellement. On va pas se mentir, de toute façon, on sous-évalue quand même assez régulièrement, mais je sous-évaluais beaucoup trop. Et en fait, forcément, ne serait-ce qu'avoir un logiciel de suivi de son temps par projet, etc., ça permet derrière de toute façon de mieux deviser pour mieux facturer. Et donc techniquement pour mieux vivre et faire fonctionner son activité, quoi. Voilà. Donc la bonne résolution pour ces prochaines années, c'est de mieux t'organiser. Voilà. Je te filerai mes templates si tu veux.
Ah oui. De toute façon, je me souviens, en cours, t'étais toujours trop organisée, c'est Oui, pas mais possible. ça, je suis une autiste de l'organisation. C'est beau, mais c'est beau. Non, mais c'est bien, moi ça m'arrange au quotidien. Ouais, t'as raison. Ensuite, donc ta dernière question, et Vas-y. cette fois-ci à propos de ton avenir. Souvent, c'est une question qui peut paraître un peu bateau, mais qui, je trouve, est quand même importante à poser. Comment est-ce que tu vois ton futur dans le freelancing sur le court et le long terme? Alors sur le court terme, je le vois plus forcément à temps plein Ouais. en micro, parce que l'avantage c'est que, alors, pour raconter la petite histoire, j'avais fait une saison de batelier à Coulon Ouais. pendant l'été, enfin de avril à octobre 2025, j'allais dire pendant l'été, mais pendant un peu plus longtemps quand même. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, j'emmène des gens en balade en barque dans le marais Poitevin et au-delà de ramer pour eux, je leur parle de la faune, la flore et l'histoire du marais. C'est très cool, j'adore. Ah bah, il nous a déjà fait faire un tour à moi et mon conjoint, et franchement, Voilà. c'était top. Allez-y. Il a mis le feu à la flotte. Voilà, C'était exactement. bon. Allez-y, c'est fantastique. Et donc j'avais profité du coup d'avoir bossé cet été-là, donc après mes études, hein, Ouais. C'était après les études, pour avoir une petite période de chômage, pour me focaliser sur mon lancement d'entreprise. Mhm. Alors je suis démoralisé à quel point on n'encourage pas les gens à entreprendre, mais c'est un autre sujet. C'est un très bon sujet. Ouais. Et le but, c'est pas de rester. Pour l'instant, de toute façon, je n'ai pas forcément des revenus suffisants au mois pour en vivre assurément correctement. Et le but, c'est pas de pomper, de bouffer tout mon chômage. Tout mon chômage ad vitam aeternam. Mhm. Donc, probablement trouver un temps partiel, quelque chose comme ça, qui Ouais. permette quand même d'avoir des revenus passifs qui soient. Des revenus fixes. Ouais, des revenus fixes, quoi, histoire d'avoir forcément un petit peu de beurre à mettre dans les épinards. Bah oui, non, Ça, je sais que je j'aurai mes 50 grammes de beurre tous les midis, quoi. Si tu bouffes que du beurre, les artères elles vont prendre cher. Ouais, j'avoue. Et donc, ouais, pas forcément à temps plein sur le court terme. Sur le long terme, c'est assurément le but. Et du coup, court terme, court terme, c'était quoi? C'était sur le court terme que tu viens de me dire là. Oui, un temps partiel sur le court terme. Ouais. Et sur le long terme, du coup. Et sur le long terme, du coup, non, sur le long terme, c'est à temps plein. Ah, ok. Ok, oui, non, parce que j'étais un peu. Mais j'ai peut-être mal expliqué. Non, mais t'inquiète. Du coup, sur le court terme, t'aimerais bien trouver un petit travail à mi-temps, Ouais, c'est histoire ça. de pouvoir quand même travailler sur ta boîte Ouais. sans t'épuiser non plus. Ouais, c'est ça. Et ensuite, sur le long terme, une fois que tu auras dégagé les revenus nécessaires, te lancer complètement dans le freelancing. Exactement. Monsieur le baudet graphique. Exactement, tout à fait. Le baudet qui est une race d'âne qui vient du Poitou et qui a des dreadlocks. Ouais, les biquettes, j'explique pas ce que c'est, les gens savent ce que c'est une biquette. J'ose espérer. Tu l'as pas avec toi ta biquette Elle est juste là, ma petite biquette. Celle-là, là. C'est peluche sur mesure qu'on m'a Magnifique. offert de ma petite biquette. Elle est magnifique. Faudrait que je le mette dans le décor de mes prochains podcasts. Oui. Bah ouais, sur un côté, Voilà. peut-être sympa. Petite biquette. Voilà, alors, juste derrière. Elle est magnifique. Elle est aussi belle que celle que je t'ai animée. C'est vrai. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai une petite biquette animée sur mon site internet et à la fin de mes vidéos YouTube, et c'est Monsieur le Baudet qui Tout à l'a fait. animée, et franchement cette biquette je l'aime de tout mon âme. C'est le but. De toute mon âme. Et à contrario, mon site internet, c'est Alexandra qui s'en est occupée. C'est Bibi. Parce que je sais techniquement, WordPress, je sais à peu près comment ça fonctionne, mais... T'avais pas les règles du UX, de SEO. Ouais, en fait, je trouve que c'est un domaine trop à part entière pour être capable de faire du multitâche comme ça, jongler entre identité visuelle, support print, motion design et site internet. Site web, c'est trop... c'est un monde à part entière. Ouais. Donc autant laisser ça à des pros. C'est bien vrai. Pareil pour tout ce qui est graphisme et motion, parce que je suis dans la communication digitale avec les réseaux sociaux et les sites internet. Et j'ai appris à faire des logos, mais déjà je suis pas très forte pour faire des logos, franchement, et je n'aime pas ça non plus, faut le dire. Donc c'est vrai que souvent on pense à tort que quand tu es designer graphique, tu fais des réseaux, des sites, du motion, que tu fais un peu tout, alors que c'est vraiment des domaines franchement bien séparés. Ça fait partie du domaine de la communication, mais techniquement ça n'a strictement rien à voir. Disons qu'il faut savoir sous-traiter avec les bonnes personnes. C'est bien vrai. Eh bien, c'était ma dernière question. Et avant de terminer, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à nos auditeurs, que ce soit un conseil ou même une blague, je n'en sais rien, quelque chose que tu aimerais leur partager et que tu as à cœur de leur montrer? Ouais, le mot de la fin, c'est que la blanquette est bonne. Tout ça pour ça.
Et parce que le podcast était bon, voilà. Oui, le podcast est bon. Le podcast et la blanquette, c'est un bon repas, prenez-en. La blanquette est bonne. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Mathis. Avec plaisir. J'espère que tu as apprécié participer à ce premier épisode. Ouais, bah surtout que moi c'est une première tout court en termes de discussion sur internet. C'est vrai. Voilà. Donc, c'était Ton chouette. premier feat. Oui, premier feed, première vidéo d'ailleurs. J'ai prévu de toute façon de me lancer un petit peu sur YouTube, mais bah, faut que je prépare quelques petits trucs. C'est Voilà. vrai. Il y a du boulot. Eh bien, sur ce, je te remercie beaucoup Avec d'avoir plaisir. accepté de tourner ce premier épisode. Si vous voulez voir un peu le travail de Mathis, il est présent sur YouTube et Instagram, je crois. Ouais, bah, pour l'instant YouTube que short de Oui, toute façon, YouTube mais en à terme short, des vidéos, ce serait sympa. YouTube et Instagram, que je vous mettrai les liens en description. Vous pouvez aussi jeter un œil à son site internet, que c'est moi qui l'ai fait. Et puis sur ce, je vous remercie si vous êtes arrivés jusqu'ici dans cet épisode. Et sur ce, je vous dis salut les biquettes! À plus.